Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre, et pour cette émission, je suis rejoint à nouveau par Harold. Salut Harold. Salut Internet. Alors Harold, déjà bonne année, c'est le premier Hot Takes et Slow Burn de 2023, donc voilà, bonne année à toutes et tous qui nous écoutez. Oui, bonne année à tous. Du coup, j'inaugure l'année tout de suite plein de pression. Et oui, ça va donner le ton, hein. Si cet épisode est un échec, je pense que ce sera la fin du podcast et que ce sera objectivement ta faute. Donc j'espère que tu es prêt à porter cette lourde charge sur tes épaules. Eh bien non, mais c'est parti. Tant pis. Donc Harold, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet que j'aime bien. J'y suis pas particulièrement attaché, mais je trouve ça marrant. Et on va l'aborder sous un angle qu'on n'a pas beaucoup fait à Hot Takes et Slow Burn, puisqu'il ne va pas s'agir cette fois-ci de moi qui vais émettre une hot take, mais nous allons ensemble analyser et évaluer une hot take faite par quelqu'un d'autre. C'est bon ça. Et donc nous allons parler de quelque chose qui avait fait beaucoup parler sur Twitter l'année dernière et qui a été à l'origine de beaucoup de mèmes. Nous allons parler de speedrun. Alors dans un premier temps, est-ce que tu veux tenter ta chance et expliquer aux gens qui nous écoutent ce que c'est le speedrun ? Eh bien, à ma connaissance, un speedrun, c'est le fait de chercher à finir un jeu le plus vite possible. Alors finir un jeu, ça peut être très vague. Il y a plusieurs catégories de speedrun pour certains jeux qui peuvent se finir de plusieurs manières, enfin de manière très en allant droit au but. Ça, c'est des speedruns qu'on va appeler any percent, enfin n'importe quel pourcentage de complétion, et on a des speedruns 100% qui visent à compléter le jeu dans son intégralité. Et dans toutes ces catégories-là, le but est de faire le plus vite possible. Parfois avec l'utilisation de bugs plus ou moins impactants. Certains bugs vont permettre de faire gagner énormément de temps aux joueurs, et voilà. Ouais, effectivement, c'est une pratique qui est basée sur le fait de chercher à avoir le meilleur temps possible, peu importe la méthode. Alors parfois, il y a des catégories et des sous-catégories qui sont mises en place par les communautés de speedrunners, de speedrunneuses en personne, hein, qui cherchent à faire en sorte que tout le monde parte sur un pied d'égalité. C'est une pratique qui a eu des débuts un petit peu difficiles, hein, puisque la qualité des enregistrements au début des années 2000, c'était pas encore tout à fait ça. Et ça fait que on se retrouvait avec des gens qui filmaient leur TV cathodique avec un caméscope dégueulasse, enfin des trucs vraiment roots pour justifier de leur record, hein. Il y a même du bon vieux temps des bornes d'arcade, des high scores pour des jeux comme Donkey Kong où parfois c'était la bonne foi de la personne qui postait le record qui était suffisante. Pour ça, il y a le très bon documentaire The King of Kong qui parle un petit peu de cette époque. Et le speedrun est une pratique qui est héritée de ces temps-là de la bande d'arcade, hein, ce qu'on appelait à l'époque les super players. Et donc, faire le plus vite possible. En une seule fois, ça a beaucoup changé aussi. Il y avait des époques où c'était multisegmenté, hein. On essayait de faire le meilleur temps possible sur des portions de jeu. Par exemple, si on prend l'exemple de Quake, donc le jeu de tir à la première personne sur PC, il y avait une manière de faire des speedruns de Quake qui consistait à faire niveau par niveau et d'essayer d'aller le plus vite possible sur un niveau. Et puis ensuite, pour avoir le temps sur l'ensemble du jeu, on faisait la somme des temps sur chaque niveau. Mais de nos jours, avec l'avènement de Twitch et du streaming en général pour le jeu vidéo,
on préfère faire des choses en un seul segment. Ça fait à la fois une difficulté supplémentaire qui rend la victoire plus spectaculaire et ça permet aussi de créer quelque chose qui peut être engageant pour le public puisque la personne qui s'entraîne à faire ses speedruns va faire son speedrun en entier depuis le début du jeu jusqu'à la fin. En tout cas, quand c'est un essai qui est voué à donner un bon résultat. Et donc ça fait quelque chose d'un peu plus sympa à regarder que juste faire en boucle le même niveau, même si, parfois, pour s'entraîner, les gens qui font du speedrun vont faire ça justement, chercher à refaire le même segment encore et encore et encore jusqu'à le maîtriser parfaitement, puisque c'est vraiment une pratique qui nécessite un entraînement très intensif et une qualité d'exécution impeccable pour parfois des choses qui sont au pixel près et au 60e de seconde près. Donc c'est un peu chaud. Mais c'est en tout cas une pratique assez répandue maintenant et qui est bien codifiée et qui est considérée comme quelque chose de tout à fait respectable dans le monde des personnes qui jouent aux jeux vidéo. Et je me souviens aussi qu'il y a aussi c'est aussi une catégorie à part, mais et qui se prête plus à certains jeux, mais dans certains jeux, notamment des jeux où l'exécution à justement à la frame près est nécessaire, il y a aussi des speedruns qui se font, comment dire, qui sont assistés on appelle ça les tool assisted speedrun. C'est en fait en gros, c'est un algorithme qui est créé par le speedrunner et qui a pour but du coup de faire le jeu à sa place. Donc en gros, le speedrunner va rentrer les inputs à tel frame, etc. Et l'outil va exécuter du coup l'algorithme que le speedrunner a conçu et qui du coup est une catégorie à part de speedrun. J'ai aussi vu dans un peu plus comment dire un peu plus insolite des speedruns de plusieurs jeux en fait d'affilée. Typiquement par exemple la série des Final Fantasy. Je sais qu'il y en a qui s'amusent à faire à enchaîner plusieurs Final Fantasy, enfin plusieurs jeux d'une même série d'affilée, et que du coup c'est le temps global qui compte pour terminer tous les jeux, j'imagine. Ah ouais, ça doit vraiment être des gros marathons, ça. Le tool assisted speedrun dont tu parlais, donc oui, la manière dont moi je l'ai compris, c'est qu'on utilise un émulateur, donc une machine virtuelle sur un PC qui simule une machine moins puissante, et on va en fait ajouter à cet émulateur un programme qui permet de rentrer frame par frame les entrées sur la manette. Et donc on peut vraiment contrôler à 100% ce qui se passe dans le jeu à tout moment. Et ça a deux fonctions. La première fonction, c'est une fonction artistique, vraiment créer un speedrun entre guillemets parfait. Et la deuxième fonction que ça a, c'est une fonction on pourrait dire presque académique et de recherche, puisque ça permet d'avoir une idée de quel est le temps idéal pour un jeu et d'avoir comme ça voilà, une espèce d'horizon pour les personnes qui veulent faire ça avec leurs mains humaines et leurs doigts en viande avec de l'os à l'intérieur. Et parfois des choses assez impressionnantes arrivent où on se dit bah, ça peut se faire que en tout l'assisted speedrun, et puis quelques années après, il y a Jean-Michel au fin fond de l'Oklahoma, et ben, il arrive à le faire sur la manette, et ben, ça veut dire que tout le monde doit réussir à le faire sur sa manette maintenant parce que quelqu'un a prouvé que c'était possible. Ouais, c'est c'est une communauté de passionnés en tout cas. Ah, c'est sûr. Et alors, un autre truc sur les tool assisted speedrun que je trouve assez amusant, c'est de faire non pas des jeux d'affilée, mais des jeux en même temps. Par exemple, un truc que j'avais vu, c'était Megaman 1, Megaman 2, Megaman 3, Megaman 4, jouer en même temps avec les mêmes entrées sur la manette et de finir les 4 jeux en même temps, comme ça, en faisant que les mêmes entrées qui doivent du coup se traduire différemment selon les situations dans les 4 jeux. Ça, j'avais jamais entendu parler, mais c'est marrant comme c'est une idée rigolote, hein. Ouais, c'est vraiment une idée rigolote. Et donc voilà, le speedrun, c'est un environnement, une communauté où il va y avoir beaucoup de compétition, beaucoup d'innovation, beaucoup d'entraînement, beaucoup
d'heures dédiées à faire le mieux possible et passer 1 an et demi à jouer que au même jeu, 6, 8, 14 heures par jour pour essayer de faire le meilleur temps possible et arriver à la fin à avoir un record du monde. Et donc, c'est vraiment une pratique qui pour moi, impose le respect parce que la patience, l'abnégation et la volonté nécessaire pour arriver au bout sont loin au-dessus de mes propres capacités à endurer ça sur le long cours. Ah oui, ça c'est certain. Et c'est quelque chose de très ingrat où où comme en fait un peu comme dans tous les records qu'on peut imaginer. Au bout d'un moment, pour pousser les limites, en fait, on passe énormément de temps à avoir de très petits progrès et encore parfois pas de progrès du tout en fait. Des fois, dans les speedruns, on est comme dans tous les records, enfin on est limité par nos erreurs, par et comment dire, du coup c'est quelque chose de très ingrat parce que on doit énormément s'investir pour au final ne pas forcément avoir de, de retour sur investissement, on pourrait dire. Ah bah oui, on peut être le Raymond Poulidor du speedrun et passer toute sa vie à avoir des scores incroyables, mais 2 mois trop tard à chaque fois et être l'éternel deuxième. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble, une chaîne YouTube que je trouve extraordinaire pour parler de ça, c'est pas la seule, et je vous dis pas de regarder que celle-là, parce que parfois il y a des petites erreurs qui se glissent, mais personnellement c'est toujours un grand plaisir quand il y a une nouvelle vidéo qui sort dessus. C'est la chaîne Summoning Salt, qui fait un historique de comment le speedrun de tel ou tel jeu, dans telle ou telle catégorie, a évolué entre le début des années 2000 et le moment de la sortie de la vidéo. C'est toujours fait avec la volonté de présenter ça comme quelque chose où il y a du suspense, où il y a des enjeux, et donc la narration est vraiment ciselée pour donner ce sentiment de l'exploit qui est le fait de repousser les limites à chaque fois. Et en plus, pour ne rien gâcher, c'est fait avec une bande son de nappes de synthé. Alors si c'est pas votre délire, je comprends, mais pour moi c'est des nappes de synthé qui font aimer les nappes de synthé même aux gens qui détestent ça. Donc franchement, jetez-y un œil et une oreille, c'est un immense plaisir à chaque fois. T'as dit le nom de la chaîne YouTube? J'ai pas. Oui, Summoning Salt, invoquer le Summoning sel. Salt. Ok, merci. Un autre point d'entrée qui est beaucoup plus classique pour le coup peut-être. Enfin, je connais pas du tout l'audience de Summoning Salt, mais le point d'entrée le plus classique, si vous voulez vous intéresser au speedrun. Bon après c'est direct, c'est pas forcément là tout le temps, mais le point le plus connu c'est les GDQ qui sont des événements de charité qui sont streamés sur Twitch, peut-être sur d'autres plateformes aussi, je ne sais pas. Mais du coup, c'est streamé sur Twitch. Il y a toujours, je crois, un restream français si jamais le contenu anglais c'est pas votre cam. Et, euh, et du coup, c'est des événements de charité qui sont commentés ou pendant, je sais pas, une semaine, peut-être plus, non-stop. Il y a quelqu'un qui est en train de speedrun un jeu. Ouais, et il y en a pour tous les goûts parce qu'on peut speedrun absolument n'importe quoi, y compris des choses a priori où ça n'a pas de sens de vouloir faire un speedrun, comme par exemple cette vidéo extraordinaire toujours sur Summoning Salt où on parle du speedrun de Wii Sports sur Wii. Si vous vous demandez comment on peut speedrun Wii Sports et pourquoi est-ce qu'il y aurait des limites du corps humain à dépasser dans ce jeu-là, eh bien, c'est la preuve qu'il faut que vous la regardiez, cette vidéo, parce que c'est complètement dingue. Et moi, je regarderai ça. Il y a un moment où on se dit non, ils vont pas aller jusque-là, et si, ils vont jusque-là. C'est très bien vendu.
Et donc voilà, le speedrun, globalement, je trouve que c'est cool. Je pense pas que j'en ferai. Je pense que même si je pouvais avoir une carrière basée sur l'audiovisuel, je ferais quand même pas ça. Mais je suis content que ça existe et je suis content de pouvoir tous les mois ou tous les 2 mois avoir une nouvelle vidéo de Summoning Salt sur les records et écouter des nappes de synthé et me dire oh là là, ils sont forts quand même, tous ces gens qui twitchent leurs exploits vidéoludiques. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis il y a un truc dans les speedruns que j'ai toujours trouvé assez fascinant. C'est bon, c'est évidemment moins le cas sur les jeux plus contemporains. Enfin, en tout cas pour la plupart. Mais dans dans les speedruns de jeux plus ou moins rétro, on va dire l'époque NES, Super NES et 64, enfin, globalement ces générations-là de consoles, c'était des consoles où les jeux étaient, comment dire, il y avait pas mal de raccourcis qui étaient faits pour l'optimisation en termes de code, qui n'étaient pas forcément, enfin, c'était pas, comment dire, c'était pas toujours des codes très robustes. Et justement, ce que j'ai toujours trouvé génial dans les speedruns, c'est cette manie, enfin cette façon qu'ont les speedrunners à réussir à détourner complètement le jeu, à trouver les glitches les plus improbables, à ce qui m'a toujours fasciné dans les speedruns, c'est cette capacité qu'ont les speedrunners à trouver les glitches les plus improbables, à abuser des mécaniques le plus, enfin, comment dire, de la façon la plus poussée possible. Et c'est des gens qui du coup comprennent extrêmement bien les mécaniques du jeu. Enfin, c'est pas propre au speedrun. Il y avait par exemple les glitches sur Pokémon qui arrivaient à comprendre, qui arrivaient à déduire comment dire, comment le jeu était codé et utilisait les différents adressages mémoire du bug où il fallait surfer sur une côte bien précise pour avoir des Pokémon de niveau 100 ou plus. Enfin bref, on s'égare un peu, c'est pas le sujet principal, mais là où je voulais en venir, c'était la capacité qu'ont les speedrunners à trouver et abuser des bugs les plus improbables là, qui soient. C'était surtout Ouais. ça. Non, ouais, c'est effectivement. On pensera au légendaire speedrun de The Legend of Zelda Ocarina of Time où on voit la fin du jeu au bout de 4 minutes parce qu'on duplique des objets en les attrapant dans un flacon en verre. Enfin, c'est n'importe quoi. Euh, et et c'est formidable. Et même quand il s'agit pas de bugs, des fois il s'agit tout simplement de créativité. Moi, ce qui me vient à l'esprit, bon, c'est un truc assez classique et que tout le monde peut faire, hein, du coup, si on connaît le fonctionnement du jeu. Mais le premier Fallout, qui est donc un RPG en vue isométrique de 1997, si je dis pas de bêtises, peut-être 98. Non, il me semble que 98 c'est le 2. Enfin bref. Et que c'est un jeu qui peut se finir en 5 minutes en fait, si on va au bon endroit et qu'on fait les bons dialogues. Alors je sais plus si c'est la meilleure fin qu'on a, mais il me semble que la meilleure fin est aussi possible en allant tout droit à, à l'enclave, dans la zone de fin en gros, là où il y a les antagonistes. C'est bien possible, oui. Fallout est assez connu pour ça, hein. Il y a aussi les Fallout New Vegas où tu es censé faire tout le tour de la grande carte pour revenir au point de départ où il y a le méchant qui t'attend. Mais si tu es prêt à traverser une zone extrêmement hostile, en fait, tu peux faire le tour dans l'autre sens et c'est beaucoup plus rapide. Ah oui, d'accord. Et donc, ouais, bah, c'est effectivement l'idée, voilà, la créativité, l'abnégation, la découverte, l'exploitation à la fois des mécaniques de jeu, des limites du code et aussi des limites du matériel avec lequel on le fait. Donc à la fois les consoles, les émulateurs, les versions japonaises, américaines, italiennes, selon lesquelles vont afficher le texte le plus vite.
les manettes où il y a certains modèles qui vont être bannis parce que ça fonctionne d'une certaine manière et tout. Enfin, tout ça, ça ne fait de mal à personne. C'est plutôt cool à regarder. Et c'est une manière, je trouve, assez inspirante d'interagir avec le médium qu'est le jeu vidéo. Et c'est quelque chose qui lui est relativement propre. On peut pas speedrunner un film, on peut pas speedrunner un livre. On peut pas speedrunner une pièce de théâtre, mais un jeu vidéo, on peut. Donc, je pense que bon, c'est pas une opinion. Pour le coup, comme c'est pas moi qui fais la hot tech, je me permets d'être vraiment l'eau tiède, la plus tiède qui existe. Les speedruns, c'est cool. Si ça vous intéresse pas, ça vous dérange pas, vous pouvez complètement les écarter de votre vie. Si ça vous intéresse, il y a plein de manières d'interagir avec la pratique du speedrun en elle-même. Si vous voulez essayer, c'est très simple. Il vous suffit d'avoir une manette, un ordi et un émulateur et c'est parti. Donc il y a pour moi extrêmement peu d'aspects négatifs et pas grand-chose de critiquable dans cette pratique. Oui, tout à fait, effectivement. C'est pas quelque chose que je regarde très régulièrement, hein, pour être honnête, mais c'est quelque chose de cool. J'aurais encore moins la patience pour en faire comme tu le disais au début, mais oui, c'est cool que ça existe et de temps en temps, c'est sympa à regarder aussi, oui. Et donc, c'est un point de vue extrêmement consensuel hein, qu'on dit toi et moi, mais tout le monde n'est pas de cet avis-là. Et on va essayer un petit peu d'analyser cet avis divergent, qui a beaucoup fait parler de lui quand il est sorti. Est-ce que je vais retrouver la date Eh ben, on y croit. C'était en octobre 2021, je pense. Peut-être octobre 2020. Où un utilisateur de... Voilà, octobre 2021, me dit-on dans l'oreillette. Où un utilisateur de Twitter nommé Conrad Golden, qui depuis a supprimé tous ses tweets et n'utilise plus le service, a décidé de prendre position. Voilà. Très courageusement, il a décidé de s'interroger sur le pourquoi du comment du speedrun et essayer de voir un petit peu plus loin que juste ah oui, c'est cool, ils font les jeux vite, c'est rigolo, et de nous proposer une analyse accompagnée d'une opinion qui feront date dans l'histoire du débat politique autour du jeu vidéo. Alors, on va peut-être pas lire tous les tweets parce qu'ils sont en anglais. Mais on va en parler un petit peu et je vais essayer de faire une traduction en direct live, rien que pour vous, cher public. Et donc, on y va. Le 16 octobre 2021, ce cher Conrad s'interrogeait et disait je réfléchissais à la raison pour laquelle tellement de gauchistes radicaux participaient à la pratique du speedrunning. Et la raison, c'est que à gauche, on manque d'éthique de travail. On préfère aller vite plutôt que faire les choses bien. Et d'un point de vue propre à Jordan Peterson, d'élever de nouveaux archétypes sexuels sur sur le marché, le marché amoureux. Par exemple, le Mario le plus rapide. Ensuite, il nous fait une tirade de 14 tweets où il nous explique que le problème avec l'éthique professionnelle là-dedans, c'est que un speedrunner pourrait passer des heures et des heures chaque jour à son art, mais c'est un exercice qui ne sert à rien, qui n'accomplit rien, puisque le but est de faire quelque chose plus vite que le temps normal pour finir un jeu vidéo, et que donc les efforts qui vont avec sont gaspillés de la part du speedrunner, qui fait tous ces efforts pour rien, et ils dépensent leur énergie et leur temps de travail pour faire quelque chose que quelqu'un d'autre a déjà fait comme il faut, hein, je fais les guillemets avec les doigts. Et donc, d'après lui, toujours, le but, c'est l'illusion de vitesse et le désir inconscient, écrit en majuscule,
de faire la promotion d'idées de gauche radicale, voire de communisme, notamment en donnant l'impression que le speedrun, ça a l'air facile. Et il continue comme ça pendant encore 8 tweets, en étant persuadé que son raisonnement a du sens. Et donc, bon, je pense que ce qu'il cherche à dire, c'est le speedrun, ça consiste à dépenser toute son énergie à faire quelque chose qui n'a aucune fonction, qui ne sert à rien. Et donc, c'est faire la promotion du communisme qui, je suppose, dans son esprit, est une société basée sur le fait que tant que les gens travaillent, peu importe ce qu'ils font, si ça ne sert à rien, c'est pas grave. Si tout le monde a du travail, c'est merveilleux parce que c'est le communisme. En tout cas, c'est mon analyse. Je sais pas ce que t'en penses. Ah ouais, c'est très tiré par les cheveux. Il parle aussi de propriété intellectuelle en disant que quand on trouve une nouvelle technique pour justement battre le record, eh ben il y a il y a quelqu'un qui va te la voler et que tu peux pas breveter ta technique pour aller plus vite dans un jeu vidéo. Ah, c'est du génie, c'est incroyable. Personne n'y avait pensé comme ça. Ah, Et certainement pas moi en tout cas. Ah non, mais c'est là que tu vois qu'on a du retard. On a des années de retard. De toute façon, en France, on a toujours des années de retard sur les États-Unis, hein, c'est bien connu. Mais là, c'est vraiment une leçon de. C'est une leçon de politique, quoi. C'est vraiment. Après, il y a vraiment, C'est. il y a deux passages, enfin, il y a deux, comment dire, il y a deux idées qui sont, je dirais pas distinctes parce qu'elles sont, parce qu'il les lie, mais il y a l'idée, il y a l'idée donc que tu as très bien énoncé. Faire du speedrun, c'est faire l'apologie du communisme. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est aussi faire du speedrun. Enfin, tu en avais parlé au début, mais du coup, comme t'as pas fait comme t'as pas lu les 14 tweets, évidemment, on n'a pas le temps de tous les lire. Mais il développe aussi la partie sur l'archétype sexuel. Et donc ça, c'est deux idées distinctes, enfin plus ou moins distinctes, mais qui le lient. Et ces deux sont tout aussi golden, je trouve, l'une que l'autre. Aussi Conrad Golden, on peut le dire. Exactement. Et ça, c'est beau. Oui, parce que non content de commencer à nous parler d'apologie du communisme dans une pratique qui, franchement, c'est rare que je dise que quelque chose n'est pas politique, mais une pratique aussi peu politisée que le speedrunning. Donc, nous dire que ça fait l'apologie du communisme, c'est déjà aller chercher très, 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 très loin. Mais alors, venir impliquer Jordan Peterson et les archétypes sexuels, j'ai pas envie de savoir ce que ça veut dire dans cette discussion-là. On est paumé. On est paumé et le truc c'est que on sait même pas par où commencer. Quel est le début du raisonnement du truc? Parce que là, il met des mots sur ça, mais dans sa tête, ça devait être un truc mais complètement inimaginable. Ouais. Et honnêtement, enfin, on y reviendra plus tard, je pense. Enfin, mais je, je trouve qu'il aurait pu aller encore plus loin. Mais Je vais aller plus loin. Et on peut toujours aller plus loin une fois qu'on est lancé. Et donc, bon. Alors, moi, ce que je vous recommande, c'est quand même soit de regarder un petit peu les captures d'écran de ces tweets qui peuvent se trouver sur Internet. J'essaierai de mettre quelques liens dans la description de l'épisode. Je vous recommande aussi d'aller regarder l'incroyable vidéo sur YouTube qui reprend la scène emblématique à la fin de Sonic Adventure 2, le duel entre Sonic et Shadow, et où ils ont remplacé les dialogues par le contenu du tweet de Conrad Golden. C'est merveilleux. Et donc, voilà, on va faire une petite analyse de cette hot take, mon cher Harold. je t'écoute. Le but, ça va être de l'analyser sous plusieurs angles. Hein. Moi, ce que je te propose, c'est d'avoir voilà, la qualité d'exécution de la hot take,
d'avoir le contenu de la hot take, qu'est-ce qu'on pense du message que ça porte. Et ce serait bien d'avoir un troisième critère, et je vais proposer la... le facteur surprise. Voilà. Est-ce que cette hot take nous a surpris? Et on combinera ces trois évaluations pour donner une évaluation finale à cette hot take. Voilà. Ça te convient? Ça me semble parfait. Très bien. Donc, bon, voilà, on va commencer avec la qualité d'exécution. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de la qualité d'exécution de cette hot take? Qu'est-ce qu'on veut dire par qualité d'exécution en l'occurrence? Plutôt la forme, donc Voilà, plutôt sur la forme. Est-ce que tu trouves que le médium choisi, enfin vraiment, voilà, pas ce que pense Conrad Golden du speedrunning, mais comment il transmet ce qu'il en pense. Bon, déjà, il utilise il utilise une plateforme qui, malgré, il a fait 14 tweets, c'est pas, ça lui permet pas énormément de développer. Après, moi, sur la forme, j'ai beaucoup aimé la référence à Jordan Peterson. Pour légitimer son propos, pardon. Je, je, je peine un peu pour le coup, à voir le rapport. Enfin, il utilise donc la référence à Jordan Peterson pour la partie des archétypes sexuels. Après, le lien entre ces archétypes sexuels et la promotion du communisme, honnêtement, je trouve qu'il aurait pu être plus explicite sur ce lien. Enfin, j'ai peut-être un peu trop lu en diagonale ces tweets, mais en tout cas, ça m'a semblé un petit peu, comment dire, hors sujet. Enfin, passer du coq à l'âne, on va dire. Ouais, je vois. Oui, je suis assez d'accord. Moi, j'ai beaucoup aimé la référence à Jordan Peterson, surtout en utilisant l'adjectif petersonien, Oui. comme si tout le monde était déjà au courant de qui était Jordan Peterson, du contenu du message de Jordan Peterson, et que tout le monde était d'accord que c'était évident que les élucubrations de Jordan Peterson sont des choses qui devraient faire partie de l'inconscient collectif. Et Ça, aussi, c'était... il s'est pas arrêté à la référence à Jordan Peterson. Il a aussi cité Carl Jung, alors, j'ai pas du tout mon domaine, hein, mais il me semble que Jung et Freud sont les deux les deux pères de la psychanalyse, en gros. Oui, Carl Jung, c'est un peu plus respecté que Jordan Peterson, et on retrouve les références aux travaux de Carl Jung dans tous les Persona, les Shin Megami Tensei et autres jeux développés et édités par Atlus. Ouais, j'avais effectivement déjà entendu ça. Bon, c'est peut-être d'autres fois d'ailleurs. Peut-être. Mais du coup, j'ai bien aimé ces références. Enfin, rhétoriquement, c'est quand même. Déjà, bon, il critique aussi dans son tweet la wokisation de la GDQ, justement, dont je parlais avant. Donc on peut supposer que c'est quelqu'un qui est plutôt sur le côté conservateur du spectre politique. Et pour le coup, donc dans ce référentiel, la référence à Jordan Peterson est est plutôt appréciée, je pense, chez les gens qui partagent les opinions de ce Conrad Golden. Et j'aime beaucoup justement, oui, rhétoriquement, le fait de citer des figures d'autorité pour appuyer son propos. Bien que, comme je le disais avant, je vois pas trop le rapport avec son propos initial, mais bon. Ouais, moi j'ai bien aimé les références aussi. Ce que j'ai moins aimé, c'est le fait qu'il tourne un petit peu en rond dans sa manière de s'exprimer et que on a du mal à voir où il veut en venir exactement. Et je n'ai pas non plus aimé la manière dont il présente certaines de ses opinions comme des évidences universelles
pour appuyer le reste de son raisonnement. Ah oui, Ça, c'est des choses que dans la forme, j'ai pas aimé. oui, bah ça c'est sûr, c'est une technique rhétorique aussi. J'y pensais aussi quand, bah justement, quand il cite, enfin, il ne cite pas Carl Jung à proprement parler. Enfin, il dit juste que à un moment, il dit si tu es familier avec l'œuvre de Jordan Peterson et de Carl Jung, vous voyez où je veux en venir. Donc Ouais, c'est un peu voilà, facile. c'est une bonne technique rhétorique pour dire bon, si t'es quelqu'un de malin, t'as déjà compris, tu vois, t'as pas besoin que je t'explique, hein. Ouais. Donc, si on devait noter A, B, C ou D sur la forme, c'était hot take. A, forme et exécution irréprochable. D, complètement éclaté au sol. Tu mettrais quoi, toi? Ouf, on va mettre un C, hein. Je veux dire, c'est on peut toujours faire pire. Il aurait pu davantage se louper. Après, les techniques rhétoriques sont quand même assez grossières, hein. On va pas se mentir. Les techniques rhétoriques sont assez grossières. Les citations tirent un peu le truc vers le haut, mais moi, la chose qui fait basculer du B vers le C, c'est clairement que c'est écrit de manière très ennuyeuse. Il a l'air d'être en train de rédiger un papier académique sur le sujet, et personne n'a envie de lire ça. En tout cas, c'est l'impression qu'il veut donner, puisqu'il veut se placer comme quelqu'un qui sait en fait. Enfin, il veut Absolument. c'est l'impression qu'il souhaite donner en tout cas. Ouais, ce qui serait malheureux parce que pour être quelqu'un qui sait, il aurait fallu qu'il regarde des heures et 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 des heures de speedrun, voire qu'il en fasse lui-même. Tout ça pour en avoir cette opinion-là à la fin, je trouverais ça Ça aurait pas été très triste pour lui. ça aurait pas été une utilisation très productive de son temps, je pense. En plus. Alors justement, puisque ça nous permet de faire tout de suite la transition vers la deuxième évaluation, l'évaluation du fond. Ce que nous dit donc Conrad Golden de façon assez confuse malgré les atours du langage académique, c'est que en faisant du speedrun, des gens qui ne sont ni très virils ni très utiles à la société essayent de se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, à savoir des partenaires sexuels de qualité. Tout ça en faisant en plus donc l'apologie de cette horreur qu'est le communisme, hein, 100 millions de morts, rappelons-le. Staline a tué plus de gens que Hitler, c'était lui le plus fort et il avait une plus grosse moustache. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Alors, donc il y a, comme dit, enfin moi je distingue un peu les deux parties. Sur la partie du communisme, je trouve ça assez amusant. Enfin dans les deux cas en fait, hein, je trouve ça assez amusant. Mais dans la partie du communisme, en fait, en gros son euh, son son argumentaire, c'est que le comment dire la oui enfin le manque d'éthique de travail, le fait de vouloir chercher à aller plus vite plutôt que de faire les choses de la bonne manière, alors que faire les choses plus vite, c'est quand même enfin c'est quand même quelque chose qui est très recherché dans le monde de l'entreprise, en particulier de l'industrie. De fait d'accélérer les process. On a l'exemple enfin l'exemple le plus courant c'est Toyota qui, enfin si ma mémoire est bonne, hein, Toyota qui a un peu révolutionné les process de l'industrie et qui avait, je crois, été, ils avaient, comment dire, ils avaient participé à une charité. Alors, je crois que c'était pour la ville de New York. Ils avaient participé à une charité en fait mais plutôt que de donner de l'argent à l'équivalent, je crois, des Restos du Cœur là-bas, il les avait aidés à accélérer leur process en fait. Et apparemment, ça avait marché, hein. Apparemment, ça avait beaucoup, ça avait bien, ça les avait bien aidés. Et enfin, tout ça pour dire que le fait de vouloir aller plus vite, c'est pas quelque chose qui est c'est pas quelque chose qui est propre à ces feignasses de gauchistes, hein. Je veux dire, c'est au contraire, c'est aller plus vite, c'est de la productivité. Donc, euh, c'est donc effectivement, tu vas passer beaucoup de temps pour ça, mais c'est ce qu'on appelle un investissement dans le
dans le monde du capitalisme. Et du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas renverser cette hot take en disant que le speedrunning c'est un truc de capitaliste en fait? Oui, bah, oui, c'est une façon de voir les choses, effectivement. La réduction du coût et l'augmentation des cadences. Finalement, un petit peu le Taylorisme ou le Fordisme, hein, on pourrait le dire. Voilà, la chaîne de production, l'usine avec des ouvriers spécialisés qui font toujours la même tâche. Les temps modernes avec Charlie Chaplin, évidemment. Oui, tout ça, ça pourrait basculer de ce côté-là assez facilement, même si les gens qui font du speedrun ont un peu trop souvent les cheveux bleus ou roses pour que ce soit vraiment des gens de droite. Ah, c'est tout à fait possible. Mais Hein, d'ailleurs, j'ai ma petite idée sur pourquoi ça l'a énervé. Mais ouais, donc il y a ça. L'autre truc qui pour moi fait que le fond ne tient pas debout, c'est que il ne parle pas du tout des athlètes de haut niveau et des records du monde sur les disciplines sportives, alors qu'il n'y a fonctionnellement aucune différence entre le fait d'être super fort à Super Mario Bros ou d'être super rapide aux 100 mètres. Donc, pas sûr de savoir pourquoi il y en a un qui obtient les grâces et l'autre qui est une horrible apologie du communisme. oh, J'espère que Conrad Golden déteste les Jeux Olympiques parce que Pierre de Coubertin a dit l'important c'est de participer. Autrement, ce serait une position idéologiquement incohérente et je n'ose pas imaginer que quelqu'un qui s'exprime de cette manière-là oserait se permettre d'avoir des opinions incohérentes, surtout sur un sujet aussi sérieux que la politique. et surtout sur un sujet aussi sérieux que les speedruns. En plus, oui. En plus. Ah oui, mais tout à fait. C'est vrai que enfin les records du 100 mètres ne sont pas plus productifs pour la société qu'un record de speedrun. Dans les deux cas, il y a comment dire il y a évidemment l'exploit personnel pour la personne enfin pour la personne, pour les personnes qui sont impliquées. Et où je voulais en venir? Et d'autre part, il y a pour la société, ça a une valeur, comment dire, de spectacle, de divertissement, Mm. et qui est, bon, évidemment, ça touche pas les mêmes audiences, ça n'a pas la même ampleur, évidemment, on n'a pas les mêmes audiences sur sur les Jeux Olympiques que sur un speedrun, bien évidemment, mais et dans le fond, c'est quand même, enfin, c'est extrêmement similaire. Ouais, il n'y a pas de différence fondamentale entre les deux, je suis entièrement d'accord avec ça. Donc, ouais, pour moi, le fond de cette hot take, c'est un bon gros D des familles. Ça n'a aucune fondation solide. Et ce que ça raconte est probablement plus néfaste à la société que le speedrun lui-même. Et l'autre point sur lequel je voudrais critiquer le fond de son argumentation, c'est justement quand il enchaîne sur son archétype sexuel. Donc, dans un de ses tweets vers la fin, il dit que le but des, euh, des speedrunners, c'est de créer un nouvel archétype sexuel qui est basé sur la vitesse plutôt que de faire les choses bien. Et alors, je, je sais pas, mais je pense que c'est une tâche qui me paraît quand même bien difficile, considérant que en général les les hommes qui vont trop vite sont généralement plutôt pas très bien considérés. C'est plutôt quelque chose de honteux, on va dire. Donc, enfin, Ah, c'est pour ça que ce serait, c'est pour ça que ce serait révolutionnaire. Le choix de mots n'est pas anodin de transformer ça en une bonne chose. alors certes, mais je pense que cette tâche est peut-être même encore plus dure que que de promouvoir le communisme. Mais bon, pourquoi pas? Ouais. Mais donc on se rejoint sur le fait que c'est plutôt un D le fond. Ah oui, on est sur un bon gros D- même. Donc là on a la forme C,
le fond D. Donc bon, il reste pas beaucoup de chance à ce brave Conrad pour avoir une bonne note sur sa hot take, mais peut-être qu'il va y arriver. Le facteur surprise. Est-ce que la hot take est inattendue? Est-ce qu'elle prend des directions qu'on n'avait pas vu venir? Est-ce qu'il nous fait des connexions qu'on n'aurait pas faites nous-mêmes? Ah bah ça complètement. Là pour le coup, si on sur le facteur surprise, ce bon vieux Conrad se rattrape complètement. C'est une hot take que, enfin, je veux dire, c'est quand même sorti de nulle part, hein, on va pas se mentir. Et c'est quand même, enfin, réussir à donner une connotation politique forte au speedrun, ça sort de nulle part. Le lier à des archétypes sexuels en citant Carl Jung et Jordan Peterson, c'est encore plus sorti de nulle part. Et le lier du coup avec le sujet initial, bah voilà, c'est non, on est complètement dans le on est complètement dans le freestyle, hein. Ah oui. La surprise est totale et elle ne se limite pas au premier tweet. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a une découverte. Vraiment, la hot take se développe au fur et à mesure qu'on lit les tweets. C'est quelque chose d'assez vertigineux même quand on y pense. Et donc de ce point de vue-là, oui, on a vraiment des éléments de surprise en continu, c'est-à-dire sans contexte particulier sur le speedrun. À propos du speedrun qui est en soi plutôt quelque chose de consensuel, tout le monde trouve que c'est plutôt cool. Je connais pas de gens qui sont pas contents que ça existe à part Conrad Golden. Oui, voilà, je veux dire, Et- au pire des cas, tu regardes pas, mais ça fait de mal à personne. ouais. Donc oui, le facteur surprise, je pense que là on va pouvoir donner un A, hein, osons le dire. Ah oui, oui, complètement, complètement. Je veux dire, ça, honnêtement, c'est le genre de hot take, tu l'aurais renversé, ça m'aurait pas surpris que tu la fasses, tu vois. Enfin, que tu fasses, enfin, que tu fasses ce genre de hot take. Ouais. Et c'est une de tes activités, du coup, de faire des hot takes qui essayent d'être parmi d'autres critères, bien évidemment, mais qui essayent d'être surprenantes. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que peut-être qu'avec un bagage philosophique plus costaud, j'aurais essayé de faire cette hot take moi-même, mais vous voyez bien que j'ai dû me contenter de faire l'analyse, l'exégèse. Peut-être le commentaire en tant qu'activité littéraire de cette hot take faite par quelqu'un d'autre. Mais du coup, Hein, pardon, vas-y, oui. termine. Non, je disais, comme l'écrivait Jean-Jacques Goldman, comme autant d'enfants jamais portés dans sa chanson À nos actes manqués. Oui, tu disais. Et je disais, du coup, est-ce que moi, je pourrais faire une hot take en disant que la raison d'être de cet épisode, c'est que tu es jaloux de cette hot take par justement sa capacité à surprendre. Et que Hmm. justement, du coup, tu voulais faire, on pourrait dire qu'en termes de hot take surprenante, c'est un peu ton père et que du coup tu cherches à accomplir le meurtre du père si si cher à ce bon vieux Freud. Ouais, écoute, c'est une façon de voir les choses. Alors, cela dit, je ne m'engagerai pas trop sur ce terrain parce que tu as parlé de jalousie. Et le problème quand on commence à invoquer la jalousie chez autrui, c'est que si jamais cette personne se défend de ne pas être jalouse, il suffit de dire «Ah ah, c'est exactement ce que quelqu'un de jaloux dirait» et voilà, c'est la fin de la discussion et bon, je trouve que c'est un procédé rhétorique franchement sans intérêt. Un jour peut-être je vous ferai ma hot take sur la rhétorique en général, mais pas aujourd'hui puisque on va se concentrer sur Conrad Golden. Donc un C, un D et un A, je pense que ça nous fait plutôt une moyenne de C pour cette hot take en tout. Oui. Hein, donc comme commentaire, je dirais un discours incohérent et sans intérêt, mais qui brille par son caractère surprenant.
Tout à fait, je suis d'accord. Et pour la jalousie, je suis d'accord aussi, mais je tenais quand même à placer ma hot take Ah, sur la évidemment. référence à Freud. Très bien, très bien, très bien. Et ben voilà, donc c'était une chouette hot take. Vous pourrez voir tout ce qui concerne ce brave Conrad Golden dans la description de l'épisode. On va s'arrêter là pour ce premier épisode de 2023. Merci à Harold d'avoir accepté au pied levé comme ça mon invitation. Et merci à toi de m'avoir invité. Toujours un plaisir. Toujours. Le plaisir est réciproque. Je vous rappelle que Hot Takes et Slow Burn est un podcast studio carton C. N'hésitez pas à aller écouter Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expérience de jeu. Merci à Paul pour le montage. Merci à Vincent pour la voix off au début de chaque épisode. Merci à Simon pour la musique du générique. Retrouvez la chaîne YouTube de Simon dans la description de l'épisode. Laissez-nous des commentaires 5 étoiles sur Apple Podcast et sur d'autres plateformes. Écoutez-nous partout où vous voulez, hein, on est sur tous les services. Envoyez-moi vos critiques de mes hot takes sur hottakes.slowburn@gmail.com. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux du démon, Twitter et Instagram sur le @takesburn. Et puis on se dit, on se revoit dans 2 semaines, quoi. Un dernier mot, Harold? Ostréiculture. Très bien. Eh bien, dans ce cas-là, on salue bien évidemment Stan. Et mon dernier mot sera clou. Voilà. Et on se revoit dans 2 semaines. D'ici là, je suis toujours Mythe. Et continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde.